L'Association France-Grande-Bretagne existe depuis 1916. Elle a été créée pour forger des liens ou renforcer des liens forts avec la Grande-Bretagne, entre la France et la Grande-Bretagne. De nos jours, je vais passer très rapidement sur l'histoire de cette belle maison. Comme vous le voyez, nous organisons des conférences, des rencontres et des déjeuners-débats. Il y a toujours un aspect culturel, mais il y a également un aspect festif également. Et vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre. Un certain nombre d'entre vous sont naturellement, font partie de nos membres, mais je pense aux jeunes qui sont là-bas et qui nous ont fait le très grand plaisir de nous rejoindre ce soir. Vous êtes les bienvenus. Moi, lorsque j'étais étudiante, j'ai pu littéralement présenter des papiers qui, naturellement, comptaient pour ma recherche dans le cadre de l'association France-Grande-Bretagne. Et on est en train d'encourager avec le CRECIB le redémarrage de ce genre d'activité pour les jeunes doctorants ou pour les jeunes qui sont en phase finale de leurs études. Voilà, bienvenue à tous et très bonne conférence. Et je passe la parole à John Mullen. Bonjour, nous avons également quelques dizaines de personnes à distance, c'est pour ça qu'on se met devant l'ordinateur. Je suis très content de vous voir aussi nombreux. Moi, je suis John Mullen, je suis le président du CRECIB, c'est le Centre des recherches sur la civilisation britannique. Nous, on n'a pas été fondé aussi, il y a aussi longtemps que ça, mais quand même dans les années 70. Et c'est une autre type d'association, c'est une association de chercheurs. L'essentiel des membres sont ou bien doctorants, ou bien vieux professeurs comme moi, ou bien maîtres de conférences, quelques chercheurs CNRS. On publie la revue française de civilisation britannique, que vous pouvez trouver d'ailleurs gratuitement en ligne. Et donc, on a été, c'est l'association France-Grande-Bretagne qui est venue nous voir pour dire est-ce qu'on ne peut pas travailler ensemble, donc chercheurs et je ne sais pas quel est l'adjectif anglophile peut-être. Voilà, et donc aujourd'hui c'est la huitième des conférences. Le CRECIB, à part la revue, aussi organise des colloques universitaires. Là, la semaine dernière, à Mulhouse, on a organisé, en collaboration avec d'autres, un colloque sur l'invention des traditions. Donc, tout un programme. Mais bon, je vais pas trop parler. Je vais laisser la parole à Christophe qui va présenter l'orateur. Et puis enfin, vous aurez droit à l'orateur lui-même. Merci, John. Bonsoir à tous. Je m'appelle Christophe Réplinger. J'enseigne l'anglais dans ce lycée. Je suis très heureux de présenter mon ami et collègue Gérard Roquemart, agrégé d'anglais, qui a été professeur de Cagnes pendant très longtemps au lycée Potier d'Orléans, qui a été pendant longtemps également vice-président de l'association France-Grande-Bretagne et auteur de nombreux ouvrages, notamment un énorme ouvrage sur l'anglais en prépa scientifique, une biographie d'Henri VIII et un dictionnaire des auteurs catholiques britanniques. Je vous laisse la parole. Merci, Christophe. Merci à vous d'être venus nombreux. Alors, les pré-raphaélites, on les connaît assez mal en dehors de l'Angleterre et on a un peu tendance à les considérer comme typiquement britanniques, donc incompréhensibles, inexportables. Et ils ont longtemps été décriés dans leur propre pays parce qu'ils ont été emportés par le rejet du victorianisme, en quelque sorte. Avant que de grandes rétrospectives, dans les années 60, à la Tate Gallery d'abord, et puis plusieurs endroits, et puis en France, à partir de 1973 au Grand Palais, et depuis à Orsay, il y a eu un certain nombre de présentations de peintres pré-raphaélites. Mais chose significative, en 1973 au Grand Palais, je me souviens très bien avoir entendu des ricanements, par exemple. On considérait que c'était quelque chose de vraiment spécial. Alors, ce que c'est que le pré-raphaélitisme, la Pre-Raphaelite Brotherhood, la confrérie pré-raphaélite, c'est un mouvement de rupture, mais de rupture assez forte, comme il y en a eu peu, et d'aussi déclaré dans l'histoire de la peinture, rupture avec l'académisme et contre les écoles. Je vous expliquerai pourquoi. D'autre part, encore une fois, c'est une fraternité, c'est-à-dire quelque chose qui suscite au départ les hauts cris
et puis qui inévitablement, parce que c'est ce qui arrive à tout mouvement finalement, devient plus ou moins la référence, la norme, et va finir par donner le ton, donner le là, devenir une référence de l'art victorien, et finalement incarner 50 ans d'art outre-Manche. Alors, c'est cette rupture et cette évolution que je me propose d'examiner avec vous. Le contexte, la confrérie naît en 1848 de la rencontre entre trois personnages, Dante Pourquoi ça n'avance pas? Alors, attendez, on va s'y prendre autrement. Entre Dante Gabriel Rossetti, qui a 29 ans, William Holman Hunt, qui a également 29 ans, et John Everett Millais, qui en a 31. Donc, trois jeunes gens qui se rencontrent, se connaissent. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rencontrés dans une école de dessin. Une école de dessin parce que Rossetti et Hunt ne voulaient pas. Ils avaient essayé d'aller suivre des cours de la Royal Academy, mais ça n'avait pas marché. Et donc, ils voulaient autre chose. Millais, lui, avait été au contraire un enfant prodige, entré à 11 ans à l'école de dessin et de peinture de la Royal Academy et l'avait fréquenté, avait terminé son cycle. Alors, lui ne sort pas de rien et c'est tout à fait important parce que c'est lui qui va en quelque sorte donner un petit peu l'impulsion. Ça naît en 1848, ce qui n'est pas du tout une date anodine et il faut qu'on examine le contexte parce que je crois qu'il explique beaucoup de choses. 1848, comme vous savez, c'est un moment où en Europe, un petit peu partout, se cristallisent des mouvements de rejet des institutions politiques, sociales, une contestation de l'ordre établi qui balaye l'Europe. En Angleterre, on oublie souvent, on a toujours l'impression que l'Angleterre, c'est un long fleuve tranquille, alors qu'il y a eu des choses extraordinaires, 8 attentats contre la reine Victoria, les chars dans les rues de Liverpool et de Glasgow en 1919. Enfin, il y a eu tout un tas de choses qui sont littéralement occultées de l'histoire. Je ne sais pas pourquoi. Donc, en Angleterre, ça se passe très mal, 1848. Il y a une grosse fermentation politique et sociale, entre autres parce que c'est la fin de ce qu'on appelle le mouvement chartiste, en référence à la Magna Carta. C'est un mouvement qui, depuis le début des années 1820, demande une démocratisation des représentations politiques et d'autre part un certain nombre de mesures sociales. À l'été 42 et encore en février 48, ça a vraiment beaucoup bousculé à Londres. Ils demandent entre autres le suffrage universel, qu'ils n'obtiendront pas avant un certain temps. Ils demandent le vote secret qu'ils ont eu en 1832 avec la suppression des bourgs pourris et l'établissement du vote secret. Il y a eu quelques avancées, mais la fermentation existe encore. Et puis, il y a un gros bouillonnement spirituel, et ça, c'est important, vous allez le voir, par rapport aux inspirations des pré-raphaélites. Ce gros bouillonnement spirituel, c'est d'une part le romantisme qui a amené un retour, enfin, qui a amené au goût du naturel. Ce qu'est le naturel, ça c'est autre chose. Mais au goût du naturel contre les conventions classiques de représentation, que ce soit en littérature ou en peinture ou ailleurs. Et puis surtout le mouvement d'Oxford, le mouvement tractarien. Il y a eu une espèce d'auto-examination de l'Église d'Angleterre. En 1833, quand même, le recteur de St. Mary's Oxford monte en chaire et commence son sermon de la cérémonie de rentrée de l'université en disant « Messieurs, l'Église d'Angleterre est apostate ». Donc, la boule est envoyée dans les quilles, là, hein, quand même. Et à partir de là, il va y avoir toute une réflexion sur ce qu'est l'Église d'Angleterre, quels sont ses liens avec les origines du christianisme, etc. De 1933 à 1941, il y aura eu un certain nombre de tracts qui auront été publiés régulièrement pour examiner un certain nombre de points liturgiques ou théologiques et qui amènent à une espèce de retour à la tradition qui va en fait rapprocher au moins la High Church
de l'Église catholique. Donc, il y a tout un tas de remises en question spirituelles également. Alors, il y a le goût du Moyen-Âge, bien entendu, dans l'axe. D'accord. Il y a le goût du Moyen-Âge, ça on le connaît. Il y a le retour du gothique. On a la même chose en France. 1832, il y a eu Notre-Dame de Paris, le roman de Hugo. C'est le moment où on a violé le duc, etc. En Angleterre, c'est très, très fort. Il y a un théoricien. Alors, c'est un Français, Auguste Pugin. Sauf qu'il s'est fait naturaliser et qu'on le connaît en Angleterre, où on est persuadé qu'il est britannique, sous le nom de Augustus Pugin. Et Augustus Pugin a fait un traité où il démontre que l'architecture gothique traditionnelle des âges immémoriaux est plus propice à la prière et à la spiritualité que les églises du XVIIIe, style Panthéon ou style Hawksmoor pour l'Angleterre. Donc, il y a tout cela qui fermente dans tous les domaines. Et il va y avoir quelque chose, juste avant la fondation des pré-raphaélites, il va y avoir quelque chose qui va être tout à fait important, qui va être l'incendie du Parlement. Le Parlement de Westminster brûle. Alors, il faut que je vous trouve où est la flèche. Le Parlement de Westminster brûle en 1834 et on lance un concours pour le rebâtir. Alors, il date en partie, je n'arrive pas à trouver ma flèche pour passer les... Ah, attendez. Ah. Voilà. Le Parlement brûle, ce qui donne l'occasion à Turner de faire une splendide toile montrant le vieux palais de Westminster en flammes. Et on décide de faire un concours pour la reconstruction. Et ce concours revient à un architecte, Barry, qui est très influencé par les théories de Pugin et qui va le reconstruire en style gothique. En fait, il fait une espèce de reconstitution à la Viollet-le-Duc et on va reconstruire le palais de Westminster tel que nous le connaissons actuellement entre 1843 et 1861. Mais pendant qu'on le reconstruit, on demande à un certain nombre d'artistes de penser à des fresques, à des décorations d'un certain nombre de salles et il y a déjà, puisqu'on construit d'un bout du Parlement à l'autre, il y a des salles qui sont déjà décorées en 1848, et ce sont en particulier la salle où le souverain se revêt de ses atours pour aller prononcer le discours du trône, la Robing Room, et il y a un certain Ford Madox Brown qui fait une fresque représentant le roi Chaucer parlant devant le roi Édouard III. Donc, tout ça va faire qu'il y a des gens qui ont l'esprit un petit peu tourné vers le Moyen-Âge, qui se reposent des questions sur la tradition, etc. Et ça va rassembler un certain nombre de jeunes. Alors, avant qu'on passe à cela, il faut voir aussi que ce goût du Moyen-Âge, il a commencé ailleurs également. Par exemple, il y a eu en Allemagne, et à Vienne en particulier, un groupe qui s'est créé dans les années 1810, entre 1810 et 1812, qui s'appelait la Guilde de Saint-Luc. Là aussi, c'était une résurrection au Moyen-Âge où on était organisé en corporation. Il y avait dans un certain nombre de villes, de grandes villes, de capitales, alors à Londres, à Paris, à Florence, à Rome, à Vienne, il y avait des guildes de Saint-Luc, Saint-Luc patron des peintres, ou des confréries de Saint-Luc, etc. Il y en avait une à Paris qui va fusionner avec l'Académie royale de peinture et des beaux-arts lorsqu'elle sera créée par Louis XIV. Et donc, ces guildes étaient tombées complètement en désuétude, mais à Vienne, dans les années 1813, se recrée une académie de Saint-Luc, une confrérie de Saint-Luc,
avec un certain nombre de jeunes peintres. Je vous ai représenté, par exemple, ce que fait un certain Pfor. J'avais plusieurs tableaux à montrer. Ça, c'est un tableau de Pfor qui représente l'entrée de l'archiduc Rodolphe à Innsbruck. Vous voyez que c'est un tableau de 1813. Or, ce tableau a des allures de tableau médiéval par les représentations minutieuses des personnages. Il y a un petit côté Bruegel de la chose, si vous voulez. Bon, les représentations minutieuses et géométriques des bâtiments et ainsi de suite. Donc, ça existe. Et alors, ces peintres germaniques de Vienne sont allés à Rome. Ils se sont transférés massivement. Pfor, Overbeck, Van Cornelius, les peintres en question, se sont transportés à Rome au début des années 1820. Mais il y a la même chose en France. Il y a un certain nombre de jeunes peintres qui sont très antérieurs aux pré-raphaélites, qui peignent à partir des années 1820-1830 en se référant au Moyen-Âge. Je ne vous ai pris que celui-ci, qui, alors, se réfère pas au Moyen-Âge, c'est un de Orcel, Victor Orcel, qui a peint une scène biblique, la présentation de Sarah, de la femme d'Isaac à Abraham. Vous voyez qu'il y a déjà des choses qui sont très, vous allez voir, pré-raphaélites, en ce sens qu'il y a une présentation des personnages au premier plan, il y a un rejet des dégradés de couleurs, il y a une espèce de platitude du champ, toute chose qu'on verra plus tard. Donc, si vous voulez, alors il y a ça, et le goût des phalanstères. N'oubliez pas qu'on est au début du 19e, qu'il y a les phalanstères, les saint-simoniens, les fourriéristes, etc. Même chose en Angleterre, Owen en Écosse, etc. Il y a l'habitude de se regrouper entre personnes partageant les mêmes idéaux et essayant de vivre en commun. Et donc, toutes ces confréries existent. Les jeunes londoniens qui se réunissent entre copains en 1848 sont imprégnés de tout cela. Dernier élément, quelques derniers éléments, il y a un trou d'air, si j'ose dire, dans la peinture anglaise. Constable, dans les derniers grands. Constable est mort en 1837, Turner va mourir en 1850 et ça fait 20 ans ou presque, ça fait au moins 15 ans qu'il vit en reclus, ne montre plus de toile et vit comme un ours. Et donc, on ne sait plus ce que fait Turner. Et d'autre part, vient d'apparaître un jeune philosophe, un jeune écrivain qui écrit sur l'art, un certain John Ruskin, qui vient de faire paraître successivement, en 1843 et 1846, 2 volumes de ces Modern Painters, c'est-à-dire des espèces de notices faites sur tel ou tel peintre, mais qui sont pour lui l'occasion de développer des théories picturales. Et Ruskin plaide pour un retour au naturel dans l'interprétation de la nature, c'est sa grande idée, et pour une honnêteté intellectuelle, le rejet des effets dans la présentation. Il veut qu'il y ait aussi une espèce de conviction que la peinture, que le tableau ait un sens, qu'il amène les gens à se poser des questions, à réfléchir. Et donc, là aussi, nos jeunes peintres, Rossetti, Millet et Hunt, ont lu, bien entendu, Ruskin et se posent des questions. Et justement, puisqu'il faut davantage de réalisme dans la présentation, il y a une chose qui vient de sortir aussi, c'est la photo. C'est la photo. Ce sont les débuts de la photo. Et dans leur cercle, il y a en particulier une certaine Julia Margaret Cameron, qui est une amie de Rossetti et qui leur montre ses premiers essais. Allez voir, il y a actuellement une exposition à Paris, hein, allez voir, c'est extraordinaire. Et donc, elle leur montre qu'on peut obtenir on peut représenter des choses très, très précises par la photo qu'on peut peut-être essayer de transposer en peinture.
Donc tout ça à la fois, ce sont tous ces éléments-là qu'il faut garder en mémoire pour comprendre la démarche des pré-raphaélites. Donc tout est réuni pour l'émergence de cette fraternité. J'ai oublié de vous passer une diapo. En France, on a aussi des... Ça, c'est c'est Hippolyte Flandrin, qui représente là aussi une scène biblique de façon très pré-raphaélite, couleur vive, arrière-plan écrasé, etc. Alors, les pré-raphaélites, ben, ce sont, comme je vous ai dit, Holman, Hunt et Rossetti qui se sont rencontrés au départ au Cyclographic Club, qui était ce groupe de dessin, et ils sont devenus amis et ils sont colocataires à Cleveland Street et ils ont un atelier en commun. Ils rencontrent Millais, qui lui est déjà un peu lancé et a son propre atelier, et tous les trois ont en commun un rejet de la Royal Academy. Alors Millet la rejette parce qu'il n'en garde pas que des bons souvenirs, les deux autres la rejettent catégoriquement. Millais a un avantage sur les autres, il est allé en Italie, lui, il a admiré Fra Angelico et Giotto, et il sait ce qu'est la peinture, il sait en direct ce qu'est la peinture ancienne d'avant Raphaël, alors que les autres n'ont vu que des reproductions à ce moment-là. Et puis Millet, il a un avantage sur les autres, il a exposé, et en particulier, il a exposé ce tableau-là à partir d'un poème de Keats, The Eve of Saint Agnes, la soirée de la Sainte Agnès, où il y a une orgie et où le couple quitte, le couple chaste quitte, et un tableau qui leur fait beaucoup d'effet aux uns et aux autres. Rossetti l'a vu, l'a beaucoup admiré. Et tout ce monde se retrouve chez Rossetti. Je crois qu'il ne faut pas du tout négliger les aspects matériels de ce genre de rencontre. C'est un peu les copains d'abord, si vous voulez. Hein. Et tout ce monde se rencontre chez Rossetti, fils au 7 Gower Street. C'est un fils d'émigrés italiens. Son père a émigré parce qu'il était vaguement lié au milieu des Carbonari. Ils se sont installés à Londres, mais c'est une famille qui vit à l'italienne. La maman fait de la bonne cuisine. Il y a plusieurs sœurs qui sont jolies, donc les copains viennent en visite. Une des sœurs, d'ailleurs, Christine, sera une très bonne poétesse. Et puis, on discute beaucoup de sujets littéraires, philosophiques, etc. Et donc, c'est cette rencontre qui va fusionner le groupe. Alors, ils ont en commun, ils discutent beaucoup. Ils ont en commun des choses. Ils rejettent tout ce qui est composition baroque, en particulier Raphaël. Ça leur semble, l'ascension de Raphaël leur semble vraiment quelque chose d'invraisemblable. Ils ne discutent pas la composition. Il y a une très belle composition triangulaire, ça, ils ne discutent pas ça. Mais ils trouvent que les poses sont exagérées, qu'il y a beaucoup de flafla autour de ça et qu'on ne représente pas les choses comme ça. Ce n'est pas sincère. Ils n'aiment pas non plus beaucoup Reynolds. Alors, en plus, Reynolds, bon, il est mort, mais c'est lui qui a fondé la Royal Academy, bien sûr, dans une bonne intention. Lorsqu'il a fondé la Royal Academy, c'est parce que les jeunes peintres britanniques ne sortaient pas d'Angleterre ou de Grande-Bretagne. Et donc, il fallait les former enfin, les mettre en contact avec la peinture flamande, la peinture italienne, et il avait fait quelque chose d'intelligent. Il avait négocié que non seulement ils aient des cours classiques de peinture et de dessin, mais que les élèves puissent, sur un billet de la Royal Academy, aller dans les maisons aristocratiques voir des toiles des peintres classiques. Et Turner en a beaucoup profité. Il se présentait chez les gens avec son billet et il regardait les peintures classiques. Donc, Reynolds a fait un très, très bon travail, sauf que, bien sûr, ça se passait 60 ans, 70 ans avant. Et l'Académie est restée un peu sur sa routine. Et donc, c'est la bête noire, the bête noire, comme on dit en anglais, de ces trois jeunes peintres, au point que Sir Joshua Reynolds, dont on voit ici un des tableaux, et il l'appelle Sir Sloshua.
c'est slosh, c'est la bouillasse. Et puis, il y a alors une autre chose qu'il déteste, c'est la peinture de genre purement décorative, le truc qui ne signifie rien, qui est simplement là pour faire beau. Alors, un des grands noms de l'époque, un des peintres à la mode à l'époque, c'est David Wilkie, un Écossais. Il y en a plein. Si vous allez à la Galerie nationale d'Édimbourg, il y en a plein. Mais ce n'est pas nécessairement mal, hein. Avec des scènes comme ça. Et pour les pré-raphaélites, pour ces trois jeunes gens, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont l'air de discuter? Mais de quoi? Enfin, pour eux, ça n'a pas de sens, ça n'interroge pas le spectateur. Le dernier qu'ils ne peuvent pas voir en peinture, si j'ose dire, c'est Rubens. Rubens, parce que alors là, c'est vraiment pour eux, c'est du n'importe quoi, avec ses traits de lumière, tout ce maniérisme, pour eux, c'est l'anathème. Donc, ils décident, alors ils ne font pas un manifeste, mais ils décident de créer une confrérie, la Brotherhood, la Pre-Raphaelite Brotherhood, qui reviendra dans ses idéaux à la peinture avant que Raphaël ne la gâche. C'est ça, en gros, qu'ils ont dans la tête. Et donc, en gros, avant 1520. Et ils décident qu'ils signeront leur toile. Alors, ils sont bien obligés de signer leur toile. Mais ils ajouteront PRB, mais sans dire de quoi il s'agit. C'est une société secrète. Et ça va le rester un petit moment. Donc, voilà, ils décident de créer ça. Ils sont rejoints par d'autres peintres. Ils sont rejoints par quelques autres peintres ou sculpteurs. Il y a le sculpteur Thomas Woolner qui les rejoint. Il y a James Collinson, des noms qu'on va retrouver tout à l'heure. Il y a le frère de Dante Gabriel, William Michael Rossetti. Et puis, il y a un autre peintre plus modeste, Frederick George Stevens. Mais ce n'est pas tout, parce que justement, des peintres comme Ford Madox Brown, qui est déjà lancé, à qui on a demandé des fresques pour le Parlement, comme William Dyce, qui a fait des fresques pour le Parlement, et d'autres, les rejoindront. Ceux-là ne signeront pas PRB, mais les rejoindront dans leur idéal. Et donc, ils décident de se présenter sur un tableau. Ils décident de se présenter sur un tableau. Il y a Millais qui va faire ça. On va prendre un poème de Keats, Isabella, où il y a un dîner, et ils vont se représenter. Alors, on les voit tous là. Au fond, il y a, qui tient un verre de vin en l'air, il y a William Holman Hunt. Celui qui est en train de donner un coup de pied au chien, c'est Jack Harris. Il y a Collinson qui est à droite en train de servir. Il est les chansons en quelque sorte. Et puis au fond à droite, celui qui est en train de boire, c'est Dante Gabriel Rossetti. Le père de Millais est en train de s'essuyer la bouche. Lorenzo, donc le jeune homme en rose là, qui parle à Isabella, c'est les fiancés. Lorenzo, c'est Michael Rossetti. Et Isabella, c'est la belle-sœur de Millais. Donc, ils se sont représentés de façon significative à table et dans un tableau à connotation médiévale. Vous remarquez, ça va être une des constantes, ça, que l'arrière-plan est, même s'il est loin, même s'il y a un lointain, il est rapproché artificiellement de façon à mettre en valeur les personnages au premier plan. D'une part, vous remarquez la couleur, le soin porté à la couleur, à la tunique de Lorenzo, au juste au corps et de celui qui est à gauche, là, de Harris, ainsi qu'à la chaise, etc. Alors, ils ont une technique pour ça. Ils ont une technique, ils reprennent une technique médiévale, c'est-à-dire qu'ils enduisent leur toile d'un fond blanc. Ils commencent par passer un fond blanc et ensuite ils posent leurs couleurs de façon à faire davantage chanter les couleurs. Et d'autre part, ils vont tous procéder de la même façon, plus ou moins, mais à petites touches,
un peu pointilliste, mais enfin quand même pas, à très petite touche. Il n'y a pas de grands aplats, il n'y a pas de choses comme ça, à petite touche, de façon à donner une espèce de mouvement et une espèce de vie, mais qui soit réel, qui ne soit pas artificiel, qui ne soit pas à la Rubens, si vous voulez. Donc, cette société se crée, et puis bien sûr, ils vont exposer. Alors, ils exposent, la première exposition, c'est en 1848. Ils ne sont pas connus, ils ne peuvent pas se payer une grande galerie, et donc ils font ça dans une petite galerie à Hyde Park Corner. Ils font une espèce de petit salon indépendant, 2 pièces dans une petite galerie à Hyde Park Corner. Rossetti présente un tableau qu'il appelle l'enfance de la Vierge, The Childhood of Virgin Mary, où on voit la Vierge et Sainte Anne avec un ange, mais il y a déjà un certain nombre de choses là. Il y a une colombe là qui préfigure le Saint-Esprit. Vous voyez des choses qui s'entrecroisent, qui préfigurent les croix. Vous voyez les palmes du martyr devant, etc. Voilà la toile que présente Rossetti. Millais représente son Isabella que vous avez vue tout à l'heure. Et Holman Hunt présente un tableau qu'il appelle, c'est tiré là aussi d'une nouvelle, et il présente la vengeance de Rienzi. Enfin, Rienzi demande vengeance, c'est un épisode, je ne me souviens pas exactement de quoi il s'agit, mais donc on voit Rienzi, un héros d'histoire italienne, qui veut venger la mort de sa compagne. Donc, voilà ce qu'ils présentent, tous les trois. Bon, alors, il y a d'autres toiles, bien sûr, par d'autres. Et alors, c'est plus de l'étonnement. C'est plus de l'étonnement qu'autre chose de la part des critiques. Ce n'est pas vraiment de l'incompréhension, mais on ricane parce qu'on se demande ce que c'est que ce PRB après les signatures. Et il y a un critique qui suggère que ça veut dire « Please ring bell ». Veuillez sonner. Alors, on fait tout un tas de facéties autour de ça. Encore une fois, ils ne sont pas éreintés, mais on trouve ça quand même très bizarre. Et du coup, quand même, 1849, et en particulier grâce à Millais qui a gardé quelques petites entrées, ils sont invités à participer à l'exposition annuelle de la Royal Academy. Donc ça, c'est la consécration, si vous voulez. Et là, ça va être le déchaînement. Mais bien entendu, c'est les lieux qui veulent ça. Des peintres d'avant-garde dans un lieu académique, ça ne peut que créer un déchaînement de la critique. Et donc là, ça va être l'horreur. Alors, Millais présente le Christ dans la maison de ses parents. Donc, vous voyez une échoppe de charpentier avec le Christ qui fait la bise à sa maman avant d'aller à l'école en portant sa croix sur ses 2 épaules. Et il y a les ouvriers, etc. Au fond, il y a des moutons et des animaux. Dickens éructe. Dickens, qui ne se mêle pas beaucoup de peinture et qui est plutôt discret sur ces... Il parle beaucoup, il écrit beaucoup aux journaux sur des problèmes sociaux, Dickens. Mais alors sur de la peinture, en général, bon. Et là, il ne peut pas s'empêcher d'envoyer une lettre faramineuse au Times en disant mais c'est scandaleux, mais c'est un blasphème, mais enfin l'enfant Jésus là et puis le petit, on croirait qu'ils sortent des slums de l'East End et puis que les parents sont alcooliques. Je ne vous dis pas, c'est énorme. Rossetti présente son Ancilla Exe Ancilla Domini. Voici la servante du Seigneur, et une annonciation nouveau genre qui est belle, mais qui va, là aussi, on va dire, mais comment est-ce qu'on peut présenter la Vierge Marie comme ça? C'est pas possible. Et puis, ça a l'air misérable. Bon, franchement, puis alors, l'ange avec son lys, là, au lieu de le présenter solennellement, comme dans les Annonciations, là, il lui présente ça comme un bouquet de persil. Enfin, c'est pas possible. Il y a de l'hystérie sur le tableau de Rossetti, il va simplement arrêter de peindre. Il est tellement blessé par les critiques que Rossetti arrête de peindre après ça. Bon, il y reviendra.
Il y reviendra à la fin des années 1860, mais plus de 10 ans après. Et puis, Hunt présente là aussi alors quelque chose qui fait rigoler, Family of Converted Britons. Donc, c'est une famille de Britanniques de souche convertis qui protègent un prêtre chrétien contre les attaques des Vikings ou des Angles ou des Saxons, je ne sais pas. Et on en voit un autre à droite qui s'enfuit, qui est pourchassé, qui est torturé. On voit une horde dans le lointain, derrière les murs, qui poursuit des gens. Et celui-ci est protégé par une famille. Voilà. Et on dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces nudités dans une sacristie? Enfin, c'est un peu ça. Là aussi, la reine Victoria, qui vient voir, ricane devant ce tableau. Ricane, bon, alors elle ricanera beaucoup, rue Victoria, à chaque fois qu'elle viendra devant les préraphaélites, avant d'en acheter elle-même. Elle ricanera beaucoup devant celui-ci, le Highling Shepherd de Holman Hunt, qui pourtant est un tableau extrêmement intéressant. Et on va s'arrêter un petit peu dessus, parce que justement, n'oubliez pas qu'il y a ce besoin de spiritualité des préraphaélites. Et ils veulent bien représenter des choses, mais qui aient un sens. Et ici, c'est presque une parabole ou une fable qui est représentée. Il y a le Highling Shepherd, donc c'est l'intérimaire des Highling. Hein. C'est un berger qu'on a recruté parce qu'on avait besoin d'un berger, mais ce n'est pas sa tâche habituelle. Enfin, il n'est pas attaché à ce troupeau-là d'habitude. Et puis, il y a la bergère qui est là, et visiblement, le berger s'occupe de toute autre chose que ses moutons. Et c'est le prêtre, c'est le mauvais prêtre qui ne s'occupe pas de ses ouailles, etc. C'est ça qu'ils veulent dire. Dans le contexte du retour à la tradition, un bon prêtre s'occupe de ses ouailles, et ses ouailles connaissent sa voix, etc. Je vous renvoie aux Écritures. Et donc, c'est une espèce de parabole de la turpitude. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, inversement, vous remarquez que la représentation de la nature est absolument exacte. Il ne manque pas un pistil ni un sépale sur les fleurs du premier plan. Hein. Et puis, les arbres, l'écorce est très travaillée, etc. Donc, ce n'est pas un succès, c'est un total échec, cette première exposition à la Royal Academy, mais comme toujours, c'est le buzz qui compte, c'est-à-dire que ça les fait remarquer. On va beaucoup parler d'eux et on va vouloir en savoir davantage. Et pour eux, ça va être une occasion de se lancer. Et Michael Rossetti, qui est l'intellectuel de la famille, va en profiter pour lancer une revue, The Gem. Et The Gem, bon, ce qui ne va pas paraître très longtemps, ça va paraître moins de 6 mois, il y aura 5 ou 6 numéros, mais The Gem va présenter justement les idéaux pré-raphaélites et va constituer une série de manifestes en quelque sorte. Mais c'est intelligent, pour ne pas que ça ait l'air d'un manifeste qui rebute tout le monde, il publie aussi des textes littéraires. Et il publie, entre autres, des sonnets de son frère, des poèmes de sa sœur, etc. Puis d'autres qui participent très, très volontiers. Donc, il y a des réflexions de la littérature. On revient à 1850, de nouveau, Royal Academy, et ça va changer un tout petit peu. En particulier, il y a ce tableau-là, ça s'appelle Convent Thoughts, Pensées au couvent, de Charles Alston Collins, qui va faire beaucoup réfléchir. Bon, c'est une nonne qui, pour un moment, laisse tomber son bréviaire parce qu'elle réfléchit sur une fleur et on voit qu'elle se pose des questions peut-être sur la vie qu'elle a et qu'elle pourrait avoir, etc., sur la nature, sur la création. Et c'est un tableau qui arrête le regard, non seulement par le fond, par la pensée, mais par les couleurs qui attirent l'œil et qui attirent vers la bonne sœur. Donc, très remarqué et très apprécié. C'est la première fois qu'on apprécie autant un tableau pré-raphaélite.
Mais il y en a d'autres à la même exposition qui attirent le regard des critiques. Et les critiques, cette fois-ci, sont au pire, ce sont des vrais critiques, disant « Ah ben moi, j'aurais pas fait ça comme ça » ou « On aurait pu aimer », mais ce n'est pas un éreintement. Alors, il y a celle-ci. Alors, ben, il n'aimait pas les tableaux de genre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tableau de Collinson? Ben oui, mais il y a un sens. Il s'appelle, parce que le titre sert quand même, ça s'appelle « Answering the Immigrant's Letter ». Autrement dit, c'est un immigré, vous voyez la carte, le père a une carte, c'est la carte d'Australie. Et donc, il y a le fils immigré en Australie qui a écrit, et toute la famille est réunie pour voir ce qu'on va lui dire depuis la maison. Et donc, il y a cet arrière-plan, nostalgie, séparation, etc. C'est une scène de genre, mais qui, pour les pré-raphaélites, a du sens. Et ce ne sont pas des gens attristés. La famille est assez décontractée. Il y a un chien, il y a du feu, il y a des plantes et un canari dans la cage, ou un budgie, je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est une préoccupation des gens de l'époque. Et donc, les gens s'y retrouvent et s'y projettent. Ce n'est pas oiseux. Mélès présente ce tableau qui lui aussi est intéressant. Vous remarquez de toujours les couleurs, bon, pas le précédent, mais cette préférence pour les couleurs très claires et naturelles, et les représentations naturelles, s'appelle The Woodman's Daughter, et c'est le petit seigneur qui vient se balader pendant que des ouvriers travaillent dans la forêt, et qui donne, ou qui prend, je ne sais pas, quelque chose à la fille du bûcheron qui est derrière. Et donc, cet espoir de réconcilier des classes, il y a un peu du Roméo et Juliette, réconcilier des choses pas très conciliables. Donc, les attaques, ils ont quand même des attaques moins grandes que précédemment, et ils sont défendus par rien moins que Ruskin. Ruskin écrit au Times qu'il faut respecter les pré-raphaélites et il écrit au Times, par exemple, je vous cite la citation, « Every pre-Raphaelite landscape background is painted to the last touch in the open air, from the thing itself. Every pre-Raphaelite figure, however studied in exposure, is a true portrait of some living person. » Tout arrière-plan chez un pré-raphaélite est peint jusqu'à la dernière touche en plein air à partir du sujet lui-même. Tout personnage peint par un pré-raphaélite, même si la pose a été étudiée en atelier, est le vrai portrait d'une personne vivante. Et donc, il défend leur sincérité, en quelque sorte, avant toute chose. Il va en particulier défendre le Christ dans la maison de ses parents de Mélès, qui a été, encore une fois, très, très attaqué. Il se rapproche d'ailleurs de Mélès lui-même, et on va y venir. Ils vont partir, Ruskin et son épouse vont partir en Écosse avec Mélès en 1953. D'où ce portrait, c'est Ruskin peint devant une véritable cascade en Écosse, sauf qu'au retour, Madame Ruskin rentrera avec Mélès et pas avec Ruskin. Bon, c'est autre chose. Et Ruskin se défendra en disant, pour ne pas avoir l'air du cocu de la farce, se défendra en disant non, mais le mariage n'avait pas été consommé. C'est un gros scandale à l'époque victorienne. Revenons à des choses plus sérieuses. Et donc, ben oui, tout personnage, tout arrière-plan pré-raphaélite est peint de nature, tout personnage, même étudié en atelier, est le portrait d'une personne réelle. Ben, l'emblématique Ophélie que tous les plus de 40 ans ont connu dans le 50 ont connu dans les Lagarde et Michard, hein, n'est-ce pas? Ophélie et de Mélès est exactement ça. On sait exactement où ça a été peint. On sait exactement où ça a été peint. Ça a été peint dans une ferme que louait pour l'été Holman Hunt à Ewell, près de Kingston.
on sait, on peut y aller. Il y a un panonceau, c'est là. Et donc toutes les fleurs et l'arbre, etc., sont là. Ophélie a été peinte dans une baignoire, elle. Alors Ophélie, c'est Elizabeth Siddle, qui deviendra l'épouse de Rossetti, et que Millais a fait poser et poser et poser dans une baignoire, mais l'eau se refroidissait. Alors, on a fait comme un chauffe-plat, il y avait des bougies en dessous, un petit feu en dessous pour réchauffer l'eau de la baignoire. Mais alors, la pauvre Elisabeth Siddle a attrapé une pneumonie. Et son père a attaqué en justice Millais pour avoir le remboursement des frais de médecin pour soigner la pneumonie. Bon, ça, c'est l'arrière-plan du tableau, mais c'est devenu un tableau totalement emblématique des pré-raphaélites. Le sujet tiré de la littérature, bon, en l'occurrence Shakespeare Hamlet, une expression aussi naturelle que possible. Hein, elle est pâle, mais les yeux ouverts, okay, et puis une représentation exacte de la nature. Donc, va naître à partir de là, à partir de l'article de Ruskin, en gros, les critiques s'arrêtent. À partir de 1851, les critiques s'arrêtent et va s'ouvrir la grande époque des pré-raphaélites. Ils ne sont plus discutés, ils sont invités dans les expositions. Les musées commencent à en acheter, les particuliers aussi. Et donc, on va voir, alors je vous fais défiler un certain nombre de grands pré-raphaélites. Il y a ça de Millais, The Blind Girl, avec la jeune aveugle qui mendie en jouant de l'accordéon et en chantant, qui ne peut pas voir les arcs-en-ciel que voit la petite qui est avec elle. Alors celui-ci qui est extraordinaire, qui s'appelle Our English Coasts, mais qui a eu un autre nom, on l'a aussi appelé The Stray Sheep, la brebis perdue. C'est la côte d'Angleterre, c'est les Downs du Kent, avec un troupeau qui s'aventure un peu trop près peut-être. Et ce tableau, il a une particularité comme certains autres, comme l'Ophélie et quelques-uns comme ça, ont été présentés en 1855 à la Grande Exposition de Paris comme représentatifs de l'art britannique. Et devant ce tableau particulier, il y a Delacroix qui est tombé en extase et qui est venu féliciter Millais, qui était présent, en disant que ça, c'était du tableau. Quand on a l'adoubement de Delacroix, ça commence quand même on commence à entrer dans les choses sérieuses. Holman Hunt avait présenté aussi celui-ci, c'est le billet de Libération. Alors, juste la dame qui a posé, c'est Madame Ruskin, c'est Effie Ruskin, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le billet de Libération. C'est après, alors c'est un sujet historique, 1745, l'écrasement de la révolte jacobite, les jacobites sont incarcérés, etc. Et la femme de celui-ci a obtenu la libération de son mari et elle présente le billet et on voit à la fois le chien qui fait fête à son maître, le factionnaire qui est un peu dubitatif. Il y a une très très belle composition en triangle. Celui-ci que j'aime beaucoup, là aussi très clair, très, très vert, c'est Ferdinand. C'est dans La Tempête de Shakespeare où Ferdinand, qui vient de faire naufrage sur l'île, entend des voix. Et il est guidé par Ariel jusqu'à la grotte où sont Miranda et Prospero. Et si vous regardez bien, à sa droite à lui, donc à la gauche pour nous, vous apercevez la silhouette d'Ariel, l'elfe qui est invisible, qui est en train de le guider. Celui-ci a beaucoup frappé à l'époque, c'est de Holman Hunt, ça s'appelle The Awakening of Conscience, le réveil de la conscience.
Alors, ça, c'est très codé. On n'a plus nécessairement les clés, mais c'est un intérieur cossu, c'est une garçonnière, et la jeune femme a cédé aux avances de ce viveur, bon viveur. Et il l'a amenée dans sa garçonnière et elle se rend compte d'un seul coup de ce qui est en train de se passer. Alors, il y a les éléments du plaisir, il y a le piano, il y a le fauteuil, la pose du type, et la fille qui d'un seul coup se raidit. Il a eu beaucoup de succès à l'époque. Celui-ci aussi a choqué, il n'est pas terminé, mais c'est un tableau aussi de Ford Madox Brown, Your Son, Sir. En quelque sorte, c'est la seule chose qui soit terminée, c'est la tête de l'infirmière ou de la sage-femme et le bébé. Regardez ce que vous avez fait, monsieur. Regardez votre fils, avec un reproche. Hein, une attitude, une accusation des hommes qui ne se contrôlent pas en quelque sorte. Celui-ci très remarqué aussi, qui est de Arthur Hughes, qui s'appelle April Love, Amour en avril. Alors ça, c'est plus, le titre est un peu plus gnangnan, mais il y a un beau tableau en ce sens qu'il y a ce contraste entre deux couleurs qui s'opposent mais qui sont complémentaires, ce vert profond et ce mauve. Et c'est la jeune femme qui a ses premiers émois et qui, alors que le printemps arrive en avril, se pose des questions. Donc, celui-ci est intéressant, c'est de Collinson, qui est très moraliste, Collinson, dans ses sujets. Ça s'appelle For Sale. Non, ça s'appelle The Empty Purse, celui-ci. The Empty Purse, la bourse vide. C'est la jeune femme qui a fait tout un tas de dépenses, c'est un bazar, hein, c'est une vente de charité, qui a acheté tout un tas de choses et qui s'aperçoit qu'elle n'a plus de quoi acheter le reste. Mais c'est un peu une lorette. C'est un peu une lorette, c'est-à-dire que la suggestion, c'est qu'elle est très coquette et qu'elle serait prête éventuellement à céder ses charmes pour se remplir la bourse pour acheter des choses. C'est comme ça que l'interprètent les gens à l'époque et qui considèrent que c'est un très beau tableau, très moral. Et puis, il y a celui-ci que j'aime beaucoup, c'est de Dyer, qui peint la côte, c'est Pegwell Bay, où il peint vraiment un paysage très, très réaliste, avec des très belles couleurs. Et puis, il y a ce petit âne là, qui passe la tête par la barrière. Donc, tout ça, dans des genres très différents, donne des succès assez grands. Et donc, on peut considérer que vers la fin de la décennie, les préraphaélites sont établis. Oui, mais à partir de 1851, en fait, déjà presque dès le début, même si vous avez remarqué des styles très différents dans ce que je viens de vous montrer. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une contradiction interne à la confrérie. D'une part, alors ils sont unis parce qu'ils rejettent, par ce à quoi ils s'opposent. Ils sont unis par leur idéal de sincérité. Ça, il n'y a pas à en douter. Ils sont réunis par leur technique, par le fait qu'ils enduisent le fond de leur toile de blanc, qu'ils procèdent par petites touches, et d'autre part qu'ils essayent de cadrer les choses de façon à avoir un cadrage qui ramène au premier plan les personnages. Ça, tout le monde est bien d'accord là-dessus. Mais cet idéal de rejet de certaines choses ne veut pas dire que c'est une école. Ça ne veut pas dire qu'il y a un lien commun dans le style. Pas comme on parle de l'école de David, l'école d'Ingres, ce n'est pas du tout une école, les préraphaélites. Et en fait, chacun va suivre sa propre pente, avoir son propre style. Et d'autre part, il y a une contradiction interne. La contradiction interne, elle est qu'ils admirent le Moyen-Âge
ils admirent les compositions du Moyen-Âge, leur sincérité, etc., leur minutie, leur stylisation. Oui, mais en même temps, ils demandent un réalisme de la représentation. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction entre les deux, entre la stylisation et le réalisme, etc. Et donc, ils vont individuellement et collectivement devenir de plus en plus conscients de ce genre de contradiction. Et ils vont en fait s'écarter les uns des autres. Même si l'amitié prévaut, ils restent liés, ils vont se retrouver dans autre chose. On abandonne ce truc de jeunesse qu'était la fraternité pré-raphaélite et ils vont fonder en 1858 quelque chose de nouveau mais de plus large qui va s'appeler le Hogarth Club. Hogarth, William Hogarth, père de la peinture anglaise, premier vrai peintre anglais, hein, XVIIe siècle. Donc le Hogarth Club 1858, et là on va tous les retrouver, même ceux qui n'étaient pas membres de la confrérie au départ. Il y a Ford Madox Brown, il y a Halliday, il y a Arthur Hughes, il y a William Almond, il y a Rossetti, il y a Frederick Leighton, donc tout un tas de peintres qui au moins acceptent de se rencontrer, de discuter de leurs soucis, etc. Et puis, fin de la décennie 50, 1860, Rossetti revient à la peinture. Lui qui s'en était éloigné pour s'adonner à ses préoccupations littéraires. Il écrit des sonnets, c'est un bon poète, hein, Rossetti par ailleurs, et a des préoccupations sociales, un peu comme Ruskin. Ruskin a passé sa vie à fonder des écoles de dessin, la Slade School, etc., tout en occupant un poste de professeur d'art à Oxford. Rossetti a participé à la fondation de quelque chose d'intéressant, qui est le Working Men's College, en 1854. Et le Working Men's College, c'est un peu une académie populaire. C'est une institution qui va donner des cours du soir à des gens qui sont déjà impliqués, alors soit comme peintres, mais aussi menuisiers, imprimeurs, dessinateurs, graphistes, tout un tas de métiers qui tournent autour de la représentation visuelle ou des techniques de fabrication, mais qui souhaitent améliorer leurs connaissances techniques et leurs connaissances théoriques. Et c'est quelque chose qui va très, très bien marcher. Et Rossetti va y donner des cours et va inviter tout un tas de personnes et ça va très bien marcher. Ça existe encore, hein, ça marche encore. Ce sont des cours du soir. Il y a un collège qui, je ne sais plus où il est, je crois qu'il est sur la rive sud, du côté de Elephant and Castle, quelque chose comme ça. Plus tard, d'ailleurs, Rossetti, toujours dans la même pente, toujours avec ce souci de transmission, Rossetti va, lorsqu'il aura peint de nouveau, qu'il aura acquis quand même une certaine aisance, va racheter sur les bords de la Tamise, dans Londres, maintenant c'est dans Londres, Tudor House, un ancien pavillon de chasse d'Henri VIII, sur les bords de la Tamise, au numéro 16, Cheyne Walk, à Chelsea. C'est tout de suite après Millbank, il y a une petite église où est enterré Thomas More. Et Tudor House, c'est vaste, et il va y créer une espèce de phalanstère, c'est-à-dire qu'il va, comme c'est vaste, il va ouvrir des ateliers qu'il va prêter à un certain nombre d'artistes, de jeunes artistes, pour les aider. Ils n'ont pas les moyens de se payer un atelier, et ben ils viennent à Tudor House, etc. Et il va y attirer tous ses amis, que ce soit peintre ou littérateur, etc. Le romancier Meredith, il y aura une chambre. Whistler, qui habite à côté, vient au voisin donner des cours, etc. Et il va toujours avoir ce souci de transmission. Donc, Rossetti revient à la peinture. Hunt, Millais s'adonne, lui, à des portraits. Il va devenir une référence il donne dans le portrait tout en prenant des sujets littéraires. Ça, c'est Mariana,
C'est tiré d'un poème de Tennyson qui reprend l'intrigue de Measure for Measure de Shakespeare, et Marianne qui se pose des problèmes de conscience et que l'on voit en train de réfléchir devant la fenêtre. Autre très beau portrait, là directement inspiré de Measure for Measure, c'est Claudio dans sa cellule auquel on rend visite. Celui-ci qui a eu un énorme succès, qui a été vanté par tous les critiques, c'est The Brunswicker. The Brunswicker, c'est le régiment de Brunswick qui est, on est à la veille de Waterloo, on est le 17 juin 1815, et il y a le jeune homme qui est appelé à aller se battre le lendemain. Il a son uniforme et sa fiancée essaye de le retenir pour ne pas qu'il aille se faire tuer. Elle retient la porte avec sa main et lui essaye de l'ouvrir. Et on a beaucoup admiré non seulement la scène, mais la composition avec ce triangle légèrement penché, et puis surtout l'uniforme et le contraste avec le satin de la robe. Et puis, il peint les enfants d'Édouard. Alors, nous, on a les enfants d'Édouard de La Roche, Paul de La Roche, qu'on trouve dans tous les bons Larousse, mais ils sont bruns, les nôtres, et ils ont les cheveux coupés aux enfants d'Édouard. Alors que dans le tableau de Millais, ils sont blonds, c'est The Princes in the Tower, et ils n'ont pas les cheveux coupés aux enfants d'Édouard. Donc, ils sont au pied de l'escalier. On a d'ailleurs effectivement trouvé des cadavres. C'est l'époque où on a trouvé les cadavres des enfants d'Édouard IV à la Tour de Londres, dont on pense qu'ils ont été assassinés par Richard III, et on ne savait pas ce qu'ils étaient devenus. Et on a ouvert un escalier qui était muré depuis l'époque, et on a découvert des ossements d'enfants. Et donc, on pense que c'était les enfants d'Édouard IV. Celui-ci aura un succès fou, mais celui-ci, il est de Hunt. Alors Hunt, lui, il suit une démarche spirituelle. Tout de suite après 1851, il part pour la Terre Sainte. Il est assez mystique, Hunt, et il veut peindre des sujets religieux, mais il ne peut pas peindre de sujets religieux s'il n'a pas une notion de la couleur et des couleurs, de la lumière et des couleurs de la Terre Sainte. Et donc, il part pour la Terre Sainte de façon à prendre, alors effectivement, des violets, des couleurs très, très, très denses. Et il peint celui-ci qui est au bord de la mer Morte, c'est le bouc émissaire, the scapegoat. Et puis, il peint ça qui, dans un premier temps, fera ricaner, et puis ensuite deviendra une icône de l'époque. Donc, c'est le Christ avant la Passion. Vous avez tous les instruments de la Passion, il y a les clous, son geste projette une ombre de croix, etc. Et on a d'abord ricané en disant non, quand même, on ne peut pas représenter les choses comme ça. Et puis, au fil du temps, c'est devenu vraiment une icône de l'époque. Et puis, il y a celui-ci, Je suis la lumière du monde, The Light of the World, qui a tellement plu à la reine Victoria. Alors, il a été, en fait, le tableau originel a été peint pour Keble College à Oxford. C'est là qu'on le voit, dans la chapelle. Mais la reine Victoria l'a tellement aimé qu'elle a demandé qu'on en fasse un autre. Alors, Hunt a fait un deuxième Light of the World qu'elle a acheté et qu'elle a eu à Buckingham Palace pendant quelques temps avant de le donner à la cathédrale Saint-Paul. Si vous allez à la cathédrale Saint-Paul, au fond, à gauche, vous avez The Light of the World. Donc, vous voyez, chacun évolue selon son tempérament d'une certaine façon. Collinson devient très moraliste, vous avez vu The Empty Purse. Woolner émigre, le sculpteur émigre, et du coup, avant qu'il émigre, il inspire un tableau à Ford Madox Brown, qui est là aussi un tableau iconique de l'époque victorienne, qui s'appelle The Last of England. C'est les émigrants vers les États-Unis ou le Canada ou vers l'Australie
qui jette un dernier regard à l'Angleterre avec un regard plein de questionnements, se demandent, ils ont à la fois le teint rouge par le vent, et puis se demandent s'ils reverront leur pays un jour. Enfin, et c'est un très beau tableau, ce Tondo. Rossetti revient à la peinture. Et là, ça va déclencher une deuxième génération. Au moment où les pré-raphaélites sont reconnus enfin, une deuxième génération se met en place et qui va profiter du succès de la première. Et ça vient de Rossetti. Rossetti, dont je vous ai dit, a toujours eu des préoccupations sociales. Ça, c'est un tableau inspiré par un fait divers. Un homme dont la femme était partie, un fermier dont la femme était du Lancashire, dont la femme était partie et qui, allant à Liverpool pour vendre ses bêtes, trouve sa femme sur le port en train de se prostituer. Et donc, ça s'appelle found, trouvé. Et donc, il l'a saisie par la main. Ça a fait beaucoup d'effets à l'époque. Et donc, ça marque le retour de Rossetti. Mais il va trouver une nouvelle inspiration. La nouvelle inspiration, sa femme meurt, il est veuf, et il trouve une inspiration auprès de la femme d'un de ses nouveaux amis, dont je vais vous parler tout de suite, Jane Morris. Et Jane Morris va inspirer avec cette rousseur et ce menton et cette bouche assez caractéristique, va lui servir de modèle pour un tas de compositions qui vont être sur un thème totalement différent. Dorénavant, il va beaucoup peindre des sujets mythologiques. Et donc, celui-ci, c'est une muse qui joue de la harpe. Celle-ci, c'est Proserpine, la fille de Cérès qu'enlève Pluton pour l'emmener aux enfers. Et c'est toujours Jane Morris qui pose. Et donc, on voit que Rossetti a quand même retrouvé une vigueur de peintre. Et puis, surtout, la deuxième génération, ce sont deux jeunes élèves de Ruskin à Oxford qui sont très prometteurs. Ruskin les remarque et il leur fait rencontrer Rossetti. Il s'agit de Edward Burne-Jones et de William Morris. Ils rencontrent Rossetti en 1857, mais ils ne vont sortir d'Oxford qu'en 60 et ils se mettent à peindre après 60. Et donc, Edward Burne-Jones va, lui, être très inspiré justement par l'inspiration mythologique de Rossetti et va peindre des scènes mythologiques. Simplement, lui, il les tire souvent de la légende arthurienne. La légende arthurienne, les poésies de Tennyson, etc. C'est plutôt une inspiration littéraire. Alors, il y a celui-ci, le bosquet enchanté. En fait, c'est Merlin qui est entouré dans un bosquet par la fée Viviane. Alors, vous voyez qu'on a perdu du réalisme. Hein. Les fleurs ne sont plus aussi précises que dans la première génération. Mais il y a quand même ce souci de sincérité et ce souci que le tableau dise quelque chose et inspire quelque chose. Alors, Burne-Jones, lui, se caractérise par la fluidité. Ça, c'est sa marque de fabrique. Voilà Persée auquel on apporte ses armes. Vous voyez la fluidité du fond, on n'est plus du tout dans du réalisme, c'est très très symbolique. Regardez la flaque d'eau en bas, c'est plus Ophélie. L'amour dans les ruines de Burne-Jones. Burne-Jones a deux choses, on le reconnaît immanquablement par les plis des vêtements et par les couleurs. Il y a un bleu Burne-Jones comme il y a un bleu Yves Klein ou un bleu au Maroc, un bleu Majorelle, il y a un bleu Burne-Jones comme il y a un rouge Burne-Jones. Sur la fin de sa vie, mais sur la fin de sa vie, on est loin, il mourra en 1910. Sur la fin de sa vie, il fait des vitraux. Il abandonne un peu la peinture pour faire des vitraux. Et je vous parlais du rouge Burne-Jones, en voilà, typique. Ça, c'est une annonciation dans l'église St. Mary's à Oxford.
L'autre, c'est William Morris. Et William Morris, lui, il va donner dans le graphisme, le papier peint, etc. Et en fait, ce qui naît de cette rencontre de Rossetti avec la préoccupation de Rossetti de la transmission, de l'éducation populaire, etc., c'est que Burne-Jones et William Morris vont participer à la création au départ, c'est une association, mais ça devient une entreprise qui s'appelle les Arts and Crafts et qui va s'établir à Kelmscott Manor, où il y aura une presse qui existe toujours, la Kelmscott, elle n'est plus à Kelmscott, mais elle s'appelle toujours la Kelmscott Press, et qui va produire du papier peint, produire de l'imprimerie, des livres, etc., et associer un certain nombre de menuisiers, d'ateliers de menuiserie, d'ateliers de ferronnerie, etc., l'idée étant qu'il s'agit de mettre l'art au niveau du plus grand nombre, de le rendre accessible à tous, que les gens puissent se payer de l'art et qu'ils aient de la beauté dans leur vie. Et donc ça va être la préoccupation principale de cette seconde génération des pré-raphaélites. Alors je vous donne là un ou deux exemples de papier peint de l'époque qui sont sortis de chez William Morris. Attention, William Morris, ça va donner lieu à Liberty. Du côté des tissus, ça va donner lieu au tissu Liberty. Hein. Au départ, les Liberties sont produits par William Morris. Je ne sais pas, moi je ne pourrais pas dormir dans une chambre avec ça au mur, mais bon, des goûts et des couleurs, c'est les goûts de l'époque. Voilà celui-ci qui a eu beaucoup, beaucoup de succès aussi. Et puis, produit des impressions. Alors, vous voyez, il y a quand même toujours cette espèce de goût du retour au médiéval, même dans quelque chose qui est parfaitement lisible, il y a des lettres un petit peu gothiques, un petit peu anciennes. Donc, voilà. Alors, d'autres vont continuer à produire. D'autres membres des pré-raphaélites de la première qui continuent parce que certains vivent vieux, et puis des nouveaux qui s'y agrègent. Par exemple, un élève de William Morris, Aubrey Beardsley, qui va illustrer Wilde, sort exactement des Arts and Crafts et prend par exemple son inspiration dans Tennyson. Hein, c'est Tristan et Iseult et c'est Tristan qui boit le philtre. Un autre, Layton, Frederick Layton s'inspire, vous avez vu tout à l'heure la Perséphone, etc., un peu de ce que fait Rossetti pour représenter. Alors cette fois-ci, ce n'est plus un vrai personnage, c'est le mois de juin. Le tableau s'appelle Flaming June. Un mois de juin flamboyant. Alors là, le réalisme, c'est plutôt la pose et les plis. Et c'est aussi l'ananas sur le côté. On s'inspire beaucoup de littérature. Halliday, lui, qui est un pré-raphaélite de la première heure, Halliday, lui, s'inspire de Dante et représente la rencontre de Dante et de Béatrice au coin du pont de la Trinité, si je me souviens bien, à Florence. Alors, vous voyez, réalisme de l'arrière-plan, mais l'arrière-plan un petit peu estompé, de façon à faire ressortir les personnages et avec toujours des couleurs assez vives. Celui-ci, c'est Waterhouse. Waterhouse, ce sera quelqu'un qui durera très longtemps. Je crois qu'il meurt seulement dans les années début des années 1920. Et donc là aussi, c'est Tristan et Iseult sur le bateau et il boit le philtre d'amour. Et puis alors, il y a quelqu'un que je trouve extraordinaire dans le genre pompier, c'est Alma Tadema. Alma Tadema était un Anglais d'origine grecque qui a participé, il a été dans les premiers à se joindre aux pré-raphaélites et à approuver l'esthétique pré-raphaélite, mais en évoluant, il a pris, lui, des sujets beaucoup plus mythologiques mais réalistes. Et ça, c'est le banquet d'Héliogabale. Où Héliogabale avait fait un vélum sous lequel il y avait des tonnes de roses et il a invité des sénateurs et on a fait tomber le vélum et les sénateurs ont été étouffés sous des tonnes de roses.
Voilà. Donc, c'est un peu pompier quand même. Et alors, celui-ci qui chouille au possible, qui est Don't ask me more. Ne m'en demandez pas plus. Donc, vous voyez que l'esthétique pré-raphaélite, c'est quelque chose qui évolue quand même au fil du temps. Là, on est dans les années 1890. Entre-temps, les pré-raphaélites ont connu la gloire. Millais est devenu Sir John Everett Millais. Burne-Jones est devenu Sir Edward Burne-Jones. Et Frederick Leighton a même été, parce que la reine l'appréciait particulièrement, il a été fait Lord Leighton. Et il a son hôtel particulier avec un très beau musée à Londres que je vous encourage à aller voir à Kensington. Et le pauvre Lord Leighton n'a pas eu de chance quand même, parce qu'il a été nommé Lord le matin et il est mort le soir. Il est le Lord le plus court de l'histoire d'Angleterre. Donc, si vous voulez, le fait que certains soient anoblis, les autres étaient déjà morts, mais qu'ils soient anoblis sur la fin du règne, signifie quelque chose. Ça signifie qu'ils sont entrés dans l'establishment. Et en fait, si vous regardez les derniers tableaux que je vous ai montrés, on voit très bien comment ils ont pu inspirer des gens comme Gustave Moreau, qui est presque contemporain, à peine plus jeune hein, que Puvis de Chavannes, qui a 10 ans de moins qu'eux. Ensuite, Maurice Denis. Savez-vous que les pré-raphaélites, avec leurs histoires d'Arthur là, et de leur représentation d'Arthur, il se trouve que le musée de Birmingham en avait acheté un certain nombre, en particulier des Burne-Jones. Et il y avait un petit garçon qui habitait Birmingham, qui allait les voir et qui tombait en contemplation devant. Et devant toute la mythologie, eh bien, c'est Tolkien. Et donc, l'influence des pré-raphaélites s'étend non seulement sur d'autres peintres et européens, mais s'étend éventuellement sur la littérature par le biais de Tolkien. Donc, si vous voulez, ne nous y trompons pas. Hein. Il y a de l'impressionnisme chez Hunt, il y a du surréalisme et presque du cubisme chez Burne-Jones, il y a du pop art chez William Morris. En fait, les pré-raphaélites préparaient l'art moderne et Roger Fry, en 1916, Roger Fry, membre du groupe de Bloomsbury, ami de Virginia Woolf, ami du peintre Duncan Grant, qui a fait connaître les impressionnistes en Angleterre. Roger Fry, dans une exposition, alors il parlait d'un certain nombre, il parlait de plusieurs peintres, mais il s'arrête sur Rossetti pour dire « Rossetti, more than any artist since Blake, may be hailed as a forerunner of the new ideas in English art. » Rossetti, davantage qu'aucun autre artiste depuis Blake, peut être salué comme un précurseur des idées nouvelles en art anglais. Je vous remercie.